Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture numéro 49. Oui, 49. Le 50e la prochaine fois. Et oui, et aujourd'hui on va vous parler de 4 livres qui sont assez quand même récents et qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. C'est parti. Moi, pour mon premier, donc, ce sera Le secret des agapantes, tome 1, donc, de Clarisse Sabar, sa première saga, donc, avec Flora et Joséphine, en tome 1 aux éditions Charleston. Que je l'attendais beaucoup, hein, puisque j'attendais sa sortie. Je pense que je suis pas toute seule, hein, dites-moi en commentaire. Hein, je pense que, voilà, je voulais voir ce que ça donnait et ce que ça présageait. J'en attendais beaucoup, parce que, c'est vrai que le dernier que j'ai lu de Clarisse m'avait énormément plu. Hein. Bon, j'en ai lu d'autres, mais celui-là m'avait énormément plu, et c'est vrai que sachant qu'elle allait faire une saga, j'avais envie de m'y frotter, et puis en fait, en toute honnêteté, je suis pas déçue du tout. Il y a énormément de choses dedans, je ne vous dirai pas tout, évidemment. Sans pas, je vais nous raconter là. Voilà, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de secrets, mais notamment un principal, mais bon, vous savez que les secrets se forment avec beaucoup de choses autour, donc forcément, tout est bien imbriqué. C'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé aussi le thème entre guillemets principal, c'est tout ce qui a trait à l'art, notamment la peinture. Moi qui aime beaucoup ça, c'est vrai que j'ai pas été du tout dépaysée et ça m'a énormément plu. Il y a beaucoup d'aspects par rapport à ça, donc on nous nomme certains peintres, on nous nomme quelques techniques, quelques outils, etc. Enfin c'est très enrichissant pour ceux en tout cas, même ceux qui connaissent pas. Des lieux aussi mythiques. C'est très intéressant de ce côté-là, c'est un thème qui peut intéresser peut-être le plus grand nombre, ou alors ceux qui n'aiment pas justement ce thème peuvent peut-être l'apprécier en lisant ce livre qui passe très bien. Je l'ai dégommé en très peu de temps, il se lit vite, et je dois dire que l'histoire de Flora et Joséphine m'a bien hypée. Surtout celle de Joséphine, disons-le, puisque Flora est dans l'instant présent, donc en 2018, et Joséphine, on commence son histoire dans les années 20, je crois, puisqu'on nous parle aussi de son papa qui était peintre. C'est une double temporalité, un coup on voit Flora, un coup on voit Joséphine, qui est sa grand-mère. Flora qui était très liée à sa grand-mère, elle se surprend même à découvrir sa grand-mère de par le secret des agapantes. Et c'est là où elle a fait un beau travail, c'est qu'en fait elle nous fait découvrir Joséphine d'un autre côté, et même aux yeux de Flora. Et on va en Grèce, on va à Paris, à Los Angeles aussi, puisque Flora est donc tient une galerie d'art à Los Angeles avec un associé, donc Carter. Le problème qui va se poser, c'est que elle va commencer donc cette histoire avec un petit souci personnel, hein, puisque donc elle a sa maman qui est mariée à un homme qui a un fils avec lequel elle a grandi entre guillemets, et cette personne-là est accusée de viol, et Flora décide d'aider cette jeune actrice, puisque bon le fils en question est producteur à Hollywood, et donc elle décide de soutenir cette actrice qui a été violée et qui dit avoir été violée et qui prend la parole pour le dire. Donc c'est un des thèmes aussi abordés dans ce livre, et pas des moindres en ce moment puisqu'on en entend aussi parler. Bref, donc elle prend la parole pour aider cette actrice en faisant foi que elle aussi, elle aurait été entre guillemets un petit peu abusée, en tout cas harcelée par ce jeune homme étant jeune, puisque voilà, ils allaient en vacances ensemble, etc. Sur l'île, sur une des îles, donc à Corfou, en Grèce. Ça déplaît, vu que ce réalisateur forcément est connu, donc il va plaider sa cause forcément, à coups d'avocat, à coups médiatiques, et donc ça va y faire défaut par rapport à sa profession à elle, et ça va faire aussi défaut donc à son associé qui vous le verrez si vous le lisez par la suite, va changer un peu la donne par rapport à leur association, etc. Mais bref, ça je n'en dis rien du tout. Sachez seulement que à cause de cet effet et événement médiatique,
elle va vouloir aller un peu se ressourcer et se cacher dans cette fameuse maison là que sa tante Juliette lui lègue, au même titre et à égalité que ses 2 autres cousines, puisque Joséphine, sa grand-mère, avait 2 sœurs. Et elle a légué cette maison, Juliette a légué cette maison-là, cette maison familiale en Normandie, donc aux 3 descendants petite cousine, dont Flora fait partie. C'est là que ça devient intéressant, puisque c'est son arrivée pour souffler un petit peu de tous ces médias et de toutes ces critiques qu'elle prend en pleine face, pour s'exiler un petit peu, et en fait ça va lui faire un bien fou déjà de souffler, et ça va lui faire aussi à ce moment-là, et à nous aussi, nous faire découvrir donc la vie un petit peu romanesque, turbulente, secrète aussi, puisque voilà, on en parle de secret évidemment, c'est le thème. En tout cas, c'est très intéressant de voir défiler la vie de Joséphine à ce moment-là, à travers les yeux de Flora, puisque à ce moment-là, quand elle arrive aux Agapantes, elle trouve sur les marches de cette maison, à un moment donné, quelques jours après son arrivée, un carton dans lequel il y a un kaléidoscope, j'ai du mal à le dire, et un début, je dis bien un début de mémoire que Joséphine aurait écrite. Je crois qu'il y a un autre objet, je ne sais plus lequel. Enfin, c'est un carton qui lui est destiné, et c'est de là que part justement toute la narration sur la vie de Joséphine. Et c'est là que ça devient intéressant. Enfin, moi, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée, puisque au fur et à mesure, la fameuse personne secrète qui nous amène ça au fur et à mesure du récit, puisque au fur et à mesure qu'elle lit, qu'elle résout l'énigme de la première partie à chaque fois que la personne lui apporte, on avance dans le temps, on avance dans l'histoire de Joséphine, on arrive à mieux la connaître, et en fait Flora découvre au fur et à mesure tout un pan de passé de sa grand-mère qu'elle ne connaît pas, mais qui à la fois lui fait comprendre certaines situations par rapport à sa grand-mère, qui aimait la liberté, qui aimait beaucoup de choses, même par rapport aux hommes. Elle faisait pas confiance aux hommes, sauf au dernier amour qu'elle a eu, dont elle parle d'ailleurs dans ses mémoires, et c'est une histoire formidable. Il y a des secrets de famille dévoilés, bien entendu, qui font mal et qui font souffrir cette famille. Et franchement, pour finir, parce que je vous en dirai pas plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce bouquin, moi je l'ai beaucoup aimé, et je lui mets 5, parce que l'intrigue est bien ficelée, la vie de Joséphine est hyper intéressante, et Flora, elle nous attendrit à un moment donné, parce que il y a des choses qui vont se passer aussi dans sa vie, puisque c'est assez entremêlé, de par sa persévérance de vouloir, entre guillemets, aider l'actrice, donc à porter plainte contre cet homme. Même pour elle, il dévoile des choses un peu plus intimes, même vis-à-vis de sa maman, dont elle s'était un petit peu éloignée, et il y a des rapports, des sentiments qui se réembriquent, et c'est beau. C'est beau de voir que, en fait, grâce au passé, le présent se présente sous les meilleurs auspices vers la fin pour Flora. Et on voit cet aspect que, en fait, ce passé pris en pleine face ressurgit, mais à bon escient. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc moi, pour le prochain, je vais vous parler du premier tome des 4 saisons, donc Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncombe, aux éditions Hugo Roman. Nous suivons l'histoire de Lou et de Camélia. C'est une romance. Nous suivons l'histoire de ces 2 protagonistes, et notamment celle de Lou, qui a un meilleur ami qui s'appelle Rory, dont il est amoureux depuis des années, d'où il se passe certaines choses ensemble, sans trop rentrer dans les détails. Mais un petit stop, Lou, c'est une fille ou un garçon ? C'est un garçon. C'est un garçon, d'accord. Le problème, c'est que Rory sort avec une fille, et souvent il joue, clairement c'est le terme adapté, il joue avec Lou, surtout sur ses sentiments, puisqu'il les connaît, il le sait, mais il en joue. Voilà, jusque-là, c'est bon, je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus. Et Camélia, en fait, durant la période du lycée, elle se faisait harceler, justement, par la bande de Rory, de Lou et tout ça. Enfin, Lou en faisait partie. Parce que, je tairai cette information-là. Le thème abordé, c'est aussi le harcèlement. Mais, donc ça, c'est une des premières scènes, donc pour nous faire comprendre justement ce harcèlement. Donc on revient au moment, surtout à la fac. Sauf que Rory meurt lors d'une soirée d'anniversaire, et il est retrouvé mort dans la voiture, dans le coffre de la voiture de Lou. Donc vous vous doutez bien que tout le monde va accuser Lou,
Forcément. Qui va se retrouver en prison et que... Après, c'est parfait, hein. Je veux dire, il est dans la voiture, tout le monde, voilà, c'est logique. Voilà, exactement, tout le monde va croire que c'est lui, forcément. Sauf que dans tout ça, Camélia, elle suit des études pour devenir avocate. Du coup, en fait, l'avocate de Lou, au début, Lou, il a quelqu'un d'autre. Donc on lui a commis d'office. Pas vraiment. Mais ça lui convient pas. Non, mais je peux pas le dire. Voilà. Et il a le droit de changer. Et lui, il va justement avoir vent que Camélia travaille avec une avocate. Donc, du coup, elle va devenir pseudo son avocate. Bon, c'est un petit truc fait exprès, on le sent, puisque sinon, bah, il se rencontrerait pas, surtout quand lui, il est emprisonné, tout ça. Donc, elle va aller le voir en prison et elle va lui demander, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as tué Rory? Parce que tout le monde va croire que c'est lui. Et bien évidemment, elle se souvient de ce qu'ils lui ont fait au lycée et qui continuait encore après, malgré tout. Et justement, on veut savoir tout ça, mais on apprend que Lou... Point d'interrogation. En fait, le problème, c'est que je peux vous le dire, mais voilà, le truc, c'est que c'est aussi le but de l'intrigue de l'histoire, c'est pourquoi Rory il est mort, mais aussi qu'est-ce qui rapproche le fait que Rory et sa bande harcelaient Camélia. Ça, faut peut-être le taire, parce que c'est voilà. Donc, après, est-ce que c'est dit derrière le résumé? Je ne sais pas. Oui, c'est dit, donc je peux le dire. Lou, on apprend que si elle se fait harceler comme ça, c'est à cause des sentiments qu'il avait pu avoir à son égard. Et qui plaisaient pas justement à Rory. Donc Rory, pour, entre guillemets, se venger et pour être sûr que Lou reste avec lui, il harcelait Camélia. Voilà. C'est pas bien. Grosso modo, c'est ça, hein. Sans rentrer dans les détails, etc. Mais voilà. Comment ça finit? Est-ce que Lou parvient à sortir de prison? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'on a le fin fond de l'histoire de comment... Bah ça, on vous le dira pas. Comment est mort et pourquoi est mort Rory? Est-ce que, à côté, on a tous les personnages aussi, comme le frère de Rory, on a aussi sa petite amie aussi, on a leurs copains aussi. Tout ça, c'est dit aussi dans l'histoire. Je vous dirai pas le fin fond mot de l'histoire, je vous dirai pas. Dites-nous, vous, si vous l'avez lu, parce que je sais, et on sait toutes les deux, qu'il a fait fureur sur les réseaux, partout. Morgane Moncon est assez connue maintenant, elle a fait quand même pas mal de bouquins. Et surtout, cette saga, elle est hypée en ce moment par les réseaux, et bah voilà. Alors, est-ce que j'ai bien aimé? Est-ce que j'ai pas bien aimé? Je vais vous expliquer. Alors, je pense que je suis beaucoup... Déjà, tu lui as mis combien peut-être pour expliquer la suite? Comme ça dira déjà la teneur. Alors, je sais pas si je dois être méchante ou si je dois être gentille, mais si je suis vraiment honnête avec vous, c'est pas un coup de cœur. J'ai apprécié ma lecture, ça c'est sûr. Parce que voilà, Morgane Moncombre a une plume qui passe toute seule, ça se lit très très bien, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai rien contre son écriture, au contraire, c'est juste que j'ai tout pré-shot. J'ai tout pré-shot dans le livre, du coup je savais qui était le meurtrier. On peut dire que tu t'es un petit peu ennuyée? Un peu. Un peu, vraiment. C'est pour ça que je pense que si je devais lui mettre une note, je mettrais 4. Parce que j'ai quand même bien aimé, mais... ça m'a pas fait waouh. Voilà, parce que je m'attendais en fait à la suite de l'histoire, parce que au fur et à mesure en fait j'ai compris où est-ce qu'elle voulait nous mener justement, peut-être un peu trop vite à mon goût, trop tôt, mais en même temps je trouvais que c'était plausible ce que je pensais, et finalement ça s'est révélé vrai. Alors est-ce que c'est moi qui n'étais pas assez imprégnée dans l'histoire, ou est-ce que je sais pas. Oui, effectivement, je me suis un petit peu ennuyée, c'est vrai, on va pas se mentir. Après, l'histoire est bien, elle est bien tournée, y a pas de souci. Mais c'est vrai que il manquait ce petit truc, comme j'ai par exemple pour le livre de Rose, justement, le Crépuscule d'Aurore, que je suis actuellement en train de lire. Ça me fait pas du tout la même chose, parce que du coup on est aussi dans une enquête, on va dire, semi-policière, puisqu'ils vont quand même chercher à ce que Lou ne soit plus... Bien sûr. Tu vois, parce que lui, il est persuadé que c'est pas lui le tueur. Bah oui, forcément, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Malgré certaines circonstances, il sait très bien que c'est pas lui qui a tué Rory, parce que de toute façon, il l'aimait, d'une certaine façon. Bref, je tairai tout, je ne dirai rien, mais j'ai quand même bien aimé, hein, malgré tout. Mais voilà. Est-ce que je vais lire le deuxième tome? Je pense que oui. Je pense que oui, puisque chaque histoire est différente, donc peut-être que l'autre me plaira plus que celle-ci, mais en tout cas, oui, j'ai quand même bien aimé malgré tout. Moi, pour mon second et mon dernier, je vous présente donc Va où la rivière te porte de Shelley
Reed, donc aux éditions Robert Laffont. On se retrouve dans cette histoire avec Victoria Nash, qui réside donc dans le Colorado. Attendez-vous à avoir un décor somptueux, mais avec une vie très rude. Ce qui va être la sienne. Donc on est en 1948, elle a 17 ans, elle vit entourée de son père, de son frère et de son oncle par alliance. Pour la petite histoire, son oncle est un peu bourru, mais on nous explique pourquoi il est comme ça, pourquoi il est devenu handicapé, parce que bon, il a été à la guerre, et donc il est revenu dans un sale état, et donc il est à la charge de son père. Vous comprenez que dans cette vie assez difficile, donc on se trouve à Yola, pour la petite histoire, un village en Colorado. L'histoire de Yola, c'est une ville qui a été immergée pour créer un lac à l'époque, et donc on nous raconte aussi cette histoire à travers les yeux de Victoria, puisque tout au long de sa vie, il va y avoir donc les travaux faits, les ventes des maisons pour exproprier les gens. Ça va faire beaucoup de remue-ménage. On se base sur des faits réels, puisque Yola, vous pouvez aller voir sur internet, existe. C'est réel, on va regarder. Voilà, il existait, donc ça n'a pas été la seule petite ville dont on parle dans l'histoire réelle du barrage. Mais en tout cas, Victoria vit à Yola, entourée de ce trio masculin, on va dire. Il cultive, son père est un cultivateur, de souvenirs de pêche. Et c'est très important parce que on nous narre à ce moment-là toute la culture qui va avec l'agriculture de la pêche. On nous narre aussi la rareté, puisque bon, c'est pas vraiment culture très répandue donc dans cette partie des États-Unis. On nous narre aussi tout l'amour qu'elle a, elle, justement, pour ce genre d'agriculture. En tout cas, on en prend plein les yeux. Entre l'amour du fruit, l'amour de la nature, l'amour des paysages, vraiment, on en prend plein les yeux. Si ce n'est que pour cette petite Victoria qui n'est jamais sortie de Yola, va se présenter quelques événements. Donc, comme je vous ai dit, il va y avoir les expropriations. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, parce que dans le premier temps, donc, elle n'a que 17 ans. Elle fait la connaissance à un moment donné de Wilson Moon, qu'elle rencontre un jour quand elle va donc à la ville, puisqu'elle est quand même assez éloignée de la ville. Ils se rencontrent vraiment par hasard. Par hasard, on peut pas faire mieux comme hasard, et ça la touche. Elle est touchée instantanément par cet homme qui ressemble à un vagabond. C'en est un d'ailleurs, puisque voilà, il est un peu crasseux, il sait pas trop où il va, et puis pour lui, sa petite philosophie, c'est de se dire que de toute façon, là où la route va le porter, il ira, quoi. Voilà, je dirais, il est très tranquille, et puis il est très philosophe avec la nature, avec sa vie, son destin. Wilson Moon, donc, est issu des Amérindiens, si mes souvenirs sont bons. Et le fait que Victoria se rapproche de cette personne ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, à sa famille. Forcément. Voilà, donc oui, il a pas de travail, il a une couleur de peau qui ne plaît pas, on est dans l'arrière-pays en 1948, donc vous comprenez bien que tout ça, ça ne va pas du tout. Mais elle est touchée, comme je vous ai dit, elle est même piquée au vif. Donc, ça va poser problème, ils vont se voir en cachette, beaucoup en cachette, ce qui va générer quelques inconvénients, dont je vais taire, parce que j'ai revu ce qu'il y avait derrière la couverture, ce n'est pas marqué. Donc je tairai certains événements. Ces événements-là, par contre, vont l'amener à fuir donc les trois hommes de la maison, parce que elle se sent en faute, et elle sent que ça ne sera pas accepté, et ça, elle ne peut pas le concevoir. Donc elle prend son courage à deux mains, elle prend son destin en main, et le destin va l'amener dans la nature sauvage au plus profond. Elle va aller vivre dans les montagnes à un moment donné de sa vie. Donc je rappelle, elle a 17 ans, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien devant elle, et elle va atterrir donc dans la nature profonde, où elle va subvenir donc pendant un certain temps. Elle va passer quand même 1 ou 2 hivers, je crois qu'elle en passe au moins 2 ou 1, je sais plus, bref. Donc en pleine montagne, avec de la neige et tout, dans une cabane qu'elle avait explorée avec Wilson Moon d'ailleurs, puisqu'ils se retrouvaient là
pour leurs ébats amoureux. Donc elle s'est rappelé qu'il avait laissé des choses là-bas, des boîtes de conserve en attendant, etc. parce que c'était un débrouillard. Et donc elle va commencer donc la vraie vie, sa vraie vie qu'on va nous narrer à ce moment-là, parce que bon, l'avant avec ces trois hommes de la maison, c'était un peu genre la boniche, hein, la maman ayant disparu, c'est elle qui prenait en main tout ce qui était ménage, cuisine. Oui, le classique. Voilà, on la prenait un peu pour la bonne et on voyait pas tout ce qu'elle était capable de faire, hein, et qu'elle existait hein, en tant qu'être humain à part être la bonne. Et c'est vrai que après cela, une fois qu'elle a pris son destin en main, on la voit beaucoup souffrir, elle a beaucoup de courage. Moi, elle m'a même étonnée parce que bon, par ses 17 ans, elle arrive à se responsabiliser rapidement, elle grandit vite, et de là on va nous narrer toute sa vie jusqu'à un certain moment. Et à un moment donné, je peux même vous le dire, hein, à un moment donné, elle va revenir voir son papa. Bah, ça se passe pas comme elle veut, mais en même temps, c'est pas qu'il a pas changé, au contraire, il a pris conscience que voilà, son absence a été rudement mal acceptée, puisque mine de rien, malgré ses petits airs bourrus, il aimait énormément sa fille. Mais bon, c'est pas ce qu'elle attendait en retour. C'est comme si elle n'était pas partie d'une certaine manière. Et en même temps, à un moment donné, on sait qu'il l'a cherchée pendant des mois, etc. Parce qu'elle était vraiment en fuite, hein. Elle s'est vraiment évadée comme une fuyarde et comme une prisonnière, comme quelqu'un qui avait fait quelque chose de très 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 mal, alors que pas du tout, hein. Enfin, nous, à nos yeux, voilà, elle n'a fait que se révéler en tant que femme. Et on apprend tout ça, en fait, pendant toute cette narration. C'est une belle histoire de femme. Elle se débrouille par elle-même, Mais elle revoit... Wilson Moon, Oui. je peux pas vous dire. D'accord. Je peux pas vous dire ce qu'il advient de Wilson Moon. Parce que tu nous l'as décrit toute seule, tout ça, mais on sait pas si ça a avancé ou pas de ce côté-là, tu vois. Bah, en fait, est-ce que je peux vous le dire ou pas? Non, je peux pas vous le dire. Non, je vais trop vous en dévoiler. Peut-être que la seule chose que je peux vous dire, c'est que à cause de son frère, elle est doublement obligée de fuir. Parce qu'il y a un autre événement qui va faire qu'elle est obligée de fuir, parce qu'elle sait à ce moment-là qu'elle ne pourra pas rester avec Wilson Moon à cause de son frère et de ses copains. Je vous ai parlé de la couleur de peau de ce personnage. Voilà, tout ça va rentrer en ligne de compte. Je peux pas vous dire tout ça parce que c'est vraiment touchant, c'est émouvant. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'ai ressenti un peu de tristesse même. J'ai compati pour Victoria. Je me suis vraiment mis à sa place. Je me suis dit, est-ce que j'aurais été capable de faire ça à 17 ans? Maintenant, je comprends. Je ne sais pas. Pourquoi elle est partie. C'est logique. Elle a appris quelque chose et ce quelque chose a fait que elle pouvait pas rester. Elle pouvait pas rester en phase avec ces hommes de la maison qui l'ont beaucoup déçue. Et on sait déjà un petit peu en préambule qu'avec son frère est très sanguin et très voilà. C'est le mal par excellence de l'époque. Je bois beaucoup, je sors beaucoup, je travaille beaucoup, la femme n'est pas grand-chose. Elle m'a tué, c'est ce que je voilà. Bon, voilà, je vais pas trop développer parce que je préfère que vous le découvriez. Mais vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Il pourrait être un coup de cœur parce que franchement, j'ai eu beaucoup de tendresse, j'ai eu beaucoup de... C'est un livre poétique. C'est vraiment... Ouais, c'est très initiatique sur la vie de la femme de l'époque, à cet endroit-là des États-Unis, encore une fois. Ça m'a fait un peu penser à la bibliothèque des Appalaches, là, que j'avais lu aussi de Charleston. Il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Oui, qui faisait rapport donc avec les problèmes avec les couleurs de peau, etc. Et c'était tout aussi tendre, mais en même temps tout aussi dur et rude. De par les sentiments qu'on peut ressentir quand on lit ce genre de récit. En tout cas, moi je sais que ça me touche, c'était très beau en même temps
Et puis il y a de la résilience, il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses abordées dans ce livre. En tout cas, moi, je vous le conseille si vous avez envie de le lire, parce que il n'est pas très gros, il est très agréable à lire. Je connaissais pas cette autrice, donc ça a été une découverte doublement. Et d'ailleurs, je crois que c'est son premier roman. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ce que j'avais vu. Je comprends. Et c'est une belle découverte. Voilà. Je lui mets 5 parce que j'ai tout aimé. Donc moi ensuite je vais vous parler d'un début de saga encore une fois qui est très intéressant puisque on parle un peu de la mythologie nordique puisqu'il y a les runes qui reviennent, enfin bref je vais vous expliquer. Donc c'est Runborn de Ariel Holzel, alors je sais pas si je prononce bien, aux éditions Gulf Stream, donc c'est le premier tome, c'est Tyr. Voilà. Il est très 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 beau. Un livre d'ailleurs qu'on doit préciser, qui t'a donné envie de lire, c'est Justine Bouquin, notre copine. Dis donc, je te prends beaucoup de livres, Justine. Mais elle, des fois, nous en pique aussi. C'est l'histoire de Tyr qui vit dans le village de Gilmé avec une chamane qu'ils appellent la Volva qui, je sais plus son prénom, je crois que c'est Jord. Et son ami Bragi et son ami Elle, c'est très important. Il est très très beau. À savoir, Tyr possède, comme ses deux autres amis, une rune à différents endroits. Lui, c'est sur la main, Elle, c'est sur le visage, et Bragi, c'est... je ne sais plus. Mais ils ont tous, les runes ont tous une importance que l'on découvrira au fur et à mesure du livre, bien évidemment, donc je vais essayer de pas trop spoiler. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette histoire et pourquoi on nous parle un peu de mythologie? Mais je dirais pas mythologie, enfin si quand même, il y a beaucoup de mythologie puisqu'on nous parle des dieux. Alors il faut savoir que tout ce qui est dieu comme oui, Odin... parce que tu m'as parlé d'Odin, tout Attends, ça. parce que oui, tous les dieux comme ça en fait ont disparu et seuls les Volva transmettent encore un peu justement ce culte des dieux, etc. etc. En fait, ils en veulent plus. Il y a des gens qui sont pour complètement abolir justement les dieux, il y en a qui vivent sans, et il y en a qui essaient justement de les ramener entre guillemets à la vie. Et dans le village en fait où vit Tyr, la Volva justement, elle est très... elle parle souvent de ça, enfin bref, voilà, c'est des coutumes, hein, c'est comme une chamane, donc forcément, voilà, c'est... Enfin, vous comprenez, je vais pas trouver le thème. Mais un jour, en fait, après une soirée, je vais vite raconter comme ça, pour éviter de vous spoiler, Tyr rencontre un homme, pas loin du village où il vit, avec Elle, et il va rentrer au village, enfin, le village est attaqué, d'accord ? Quelques jours plus tard, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus trop. À ce moment-là, la Volva va leur dire « Partez, sauvez-vous », parce qu'en fait, elle a commencé leur rite pour leur expliquer qu'est-ce qui est vraiment leur rune. Donc ça, je vous épargne les détails, je vous explique pas. Elle leur explique. Voilà, entre guillemets, hein, oui. Voilà. Et en fait, elle leur dit d'aller justement voir une autre Volva qui est dans un autre monde, entre guillemets. Ça non plus, je rentre pas dans les détails de comment c'est possible, etc. Parce que c'est très bien fait. Donc je trouve que c'est à découvrir. Et okay, ils vont s'enfuir, sauf que avant de s'enfuir, ceux qui attaquent justement son village, elle va leur dire que elle est avec eux. C'est une traîtresse en fait, si tu préfères. Tu vois. Donc elle va rester avec les gens qui ont attaqué le village, et Tyr va partir avec Bragi, son ami, pour justement se sauver, puisque c'est eux qui ont les runes. D'accord. Tu vois. Donc, ils rejoignent la fameuse deuxième Volva, enfin, entre guillemets, je vais vous passer les détails, mais Tyr rejoint la fameuse deuxième Volva. Oui. L'aventure a déjà commencé pour lui depuis un moment. Bragi, je vais pas vous expliquer grand chose sur lui, mais voilà, on suit ses péripéties jusqu'à la suite. Je sais pas si je dois continuer parce que je trouve que sinon après je vais vous révéler beaucoup trop de choses. J'ai oublié de vous préciser ça parce que moi j'enchaîne avec justement ce qui se passe et qu'est-ce qu'il va faire en fait. Mais techniquement, en fait au début, quand la Volva se rend compte que leur rune commence à se manifester, elle va décider justement d'entraîner les trois. Et de leur montrer justement la voie des dieux. Puisque leurs runes sont par rapport justement aux dieux, et donc on les appelle les Runborn, c'est ceux qui détiennent les runes, et donc les pouvoirs des dieux. Mais il faut apprendre à se servir de ce pouvoir. Et oui, donc c'est des novices quelque part. Exactement, sauf que vous vous doutez bien qu'on dit des dieux, donc il n'y en a pas qu'un seul, donc il n'y a pas qu'une seule rune, et que chaque rune a donc une spécificité, et qu'il faut découvrir justement ça, apprendre à le contrôler, mais aussi il faut retrouver les autres runes. Ce qui est logique. Donc ça va être la quête du premier tome, alors d'aller chercher d'autres runes que celles qu'il possède alors. Bah, au début, on pense vraiment qu'une fois qu'il s'en va de son village,
il va vraiment essayer de chercher les runes. Mais en fait, il va pas avoir, on va dire, le temps de les chercher à proprement parler. Genre, il va pas dire, vas-y, moi je vais voyager et je vais aller les chercher. Non, c'est au Non. fur et à mesure de leur voyage et de leur péripéties. Bah, hein. malheureusement, en fait, il est obligé de partir parce que bah voilà, son village s'est fait attaquer, donc il part avec Bragi et il se retrouve chez la Volva. Après, est-ce que je peux vous spoiler? Bragi meurt, donc ça, mais en fait, ça fait partie de l'intrigue parce que on lui explique que pour récupérer une rune, il faut tuer la personne en face pour récupérer sa rune. Et en général, quand vous tuez quelqu'un, par exemple, s'il l'étrangle, la rune n'apparaîtra sur son cou. D'accord. Et en fait, Bragi, malheureusement, il va devoir mourir et lui, il va lui abréger ses souffrances, donc il va récupérer la rune. Donc il va perdre son ami au début avant de rencontrer la Volva, la deuxième, et après il va la rencontrer et de là se part aussi plein de choses. Après, est-ce que je continue? Je sais pas. Mais il en récupère une troisième de rune à ce moment-là quand il rencontre la Volva, parce que bah, c'est pas vraiment quelqu'un de gentil, et en fait on découvre que elle a plutôt piqué elle a tué la Volva, justement, c'est pas la vraie. D'accord. Elle a pris sa place. Donc il en trouve des runes, mais par exemple voilà, celle qui je sais plus son prénom, je crois que c'est Sigyn ou un truc comme ça, et ben il va pas lui prendre sa rune, il lui dit je vais revenir. D'accord. Je vais revenir. Mais il lui dit pas qu'il va la prendre, ça. Et c'est vraiment à chaque fois la condition, faut tuer la personne Pour récupérer la rune, faut tuer la personne. Ce livre est en 3 parties, donc là je vous ai parlé surtout des 2 premières, mais la troisième est aussi intéressante, puisque à un moment donné dans son voyage, il va faire la rencontre, donc il va atterrir quelque part, et il va faire la rencontre de Ivla, je crois que c'est ça son nom. C'est Ivla, qui est la fille du Jarl de... je ne sais plus le nom du lieu à proprement parler, parce que c'est assez... il y a plein de noms à retenir. Mais il va se retrouver voilà, dans ce village où le marteau de Thor est immense. Et bon, je ne vais pas raconter tout ça non plus, mais pareil, là aussi, il va rencontrer certaines personnes très importantes qui vont l'aider à comprendre certaines choses, etc. Donc voilà, je vous épargne les détails. Il faut savoir que Tyr était quand même, parlons amour, il était amoureux de elle. D'accord. La traîtresse. Oui, la traîtresse. Voilà. Ça, je le mentionne, puisque le 2e tome, c'est sur elle. Est-ce que t'as bien aimé alors? Oui, moi j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré, j'adore l'écriture de l'auteur. Oui, de cet auteur-là que je connaissais pas. Il est vraiment... j'adore son écriture. C'est vraiment... on nous explique vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup, ça passe vraiment bien. Je lui mets 5, j'ai adoré. J'ai tellement hâte de lire le 2e, on s'imagine même pas. Mais 400 pages, c'était pas assez. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je suis restée sur ma faim, et en plus, à la fin, on nous laisse vraiment sur notre faim, quoi. On n'a qu'une envie, c'est d'aller chercher le 2e et de découvrir justement le tome 2 avec elle. En tout cas, c'est de très très beaux objets livres. Franchement, le Jaspage, il y en a pas, mais les couleurs sont noires. Enfin, il est très très beau. J'ai essayé de vous résumer un petit peu l'histoire parce que je voulais pas rentrer dans les détails. Je veux pas que vous racontez toute l'histoire non plus. Non, faut que vous alliez le lire. Oui, voilà, parce qu'en fait, il est vraiment très très bien. Il est vraiment bien écrit. Il y a un beau dracard, voilà. Ça vaut vraiment le détour. Je trouve ça très intéressant. Donc, si vous aimez bien la mythologie nordique, vous aimerez bien ce livre. Est-ce qu'il est fait pour la jeunesse? Oui, mais pas trop jeune. Pas trop jeune, mais je trouve ça très très bien parce qu'on mélange à la fois la mythologie nordique... En ce moment, j'ai pas beaucoup envie avec la fantaisie. De fantaisie, moi. Donc, voilà. Moi, j'adore ça, donc... oui, ça, je sais. Voilà. Mais si vous cherchez une bonne fantaisie où ça passe bien, je vous conseille celle-ci. Ça vaut le détour. Je trouve que c'est assez surprenant de découvrir encore des auteurs comme ça, surtout quand on lit beaucoup de sagas. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous dire en commentaire si vous en avez lu certains que nous, on a lu, ou n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu ces derniers temps. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On vous fait plein de bisous, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye.